Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, nous allons parler de sortie astrale, de sortie de corps, grâce à Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui nous attend sagement au téléphone. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Pierre Garnier-Mallet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous vous avons invité pour parler d'un thème qui passionne de nombreux auditeurs, à savoir le voyage astral. Rappelons ce qu'est le voyage astral pour les personnes qui n'auraient pas entendu nos précédentes émissions. Oui, moi je préfère parler de décorporation. Décorporation, oui. Astral, parce que on ne sait pas trop. En fait, nous avons un corps qui est à la fois énergétique et physique. Oui. Appelons ça comme ça, comme toute particule est à la fois onde et particule, nous avons nous aussi notre côté information dans notre côté énergétique. Donc c'est on peut appeler ça ce corps énergétique qui a été étudié depuis longtemps, on ne le sait pas trop en France. Les premiers essais faits sur décorporation, c'est fait par les militaires américains avec les centrifugeuses dans les années 40. Oui. Avec ça date d'un moment. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est des expériences physiques, hein, pas spirituelles. Hein. Non, tout à fait. Uniquement physique. On s'est aperçu par un phénomène gravitationnel, les gens quittaient leur corps. Et puis il y en avait qui avaient un mal fou à rentrer à l'intérieur de leur corps. Quand ils revenaient, ils avaient des nausées, des maux de tête. On les éliminait en tant que pilote, mais on étudiait ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Et puis après, c'est devenu un peu un secret au niveau des militaires, parce qu'on a essayé d'utiliser ça justement pour essayer d'obtenir des renseignements. Ça, c'est une autre histoire. En fait, nous avons ce corps énergétique qui nous sert à aller chercher des informations ailleurs, dans un autre temps. Oui. Et pour changer de temps, nous avons une autre loi, qui est la loi de Langevin, à savoir que si vous avez des vitesses superlumineuses ou lumineuses, vous changez de temps. C'est-à-dire vous ne vieillissez pas aussi vite ou aussi lentement que ceux qui restent sur Terre dans leur corps. C'est un petit peu ce que nous explique Régis Dutheil, finalement. Oui, il y a du bon chez Dutheil. Oui. Il serait là, il dirait des choses complémentaires par rapport à ce qu'on a trouvé depuis. Oui. Mais si vous voulez, la décorporation, c'est un principe vital que les gens utilisent sans le savoir. Et le principe vital de la décorporation, c'est le sommeil paradoxal. Les gens ne savent pas que si nous ne bougeons pas pendant le sommeil paradoxal, si nous sommes, comme on dit scientifiquement, en atonie posturale complète, un joli mot pour cacher notre ignorance, ça veut dire que nous ne pouvons plus faire vivre notre corps avec notre corps énergétique. Nous sommes ailleurs. Oui. Alors nous sommes où exactement? Nous changeons de temps, tout simplement. Oui. Donc nous pouvons visiter des mondes où le temps est différent. Quels sont ces mondes que l'on peut visiter? Alors, il faut peut-être se poser la question du pourquoi ces mondes avant. Parce que, regardez une chose, si vous avez une question que vous posez, vous n'avez pas la réponse, et pourtant cette réponse est capitale, elle va vous faire survivre. Comment faire? Imaginez que justement vous puissiez vous dédoubler et être dans un temps qui pour vous n'existe pas. C'est-à-dire vous supprimez le temps en fait entre une question et une réponse en allant chercher dans un autre temps le temps de répondre à la question. Donc ça nécessite d'avoir deux temps de perception différents. Bien sûr, oui. Et de pouvoir voyager de l'un dans l'autre. Et si dans ce temps qui n'existe pas pour nous, vous avez le temps de répondre à votre question, vous revenez dans votre temps, vous ne savez même pas que vous êtes parti, que déjà vous avez la réponse à votre question qui vous permet de survivre. Bon, alors si ce principe, qui est totalement admis au niveau du dédoublement, il faut aller plus loin, c'est que si nous sommes capables de faire ça, ça veut dire aussi que notre monde fabrique dans un temps des réponses à des questions que d'autres se posent dans un autre temps. Il faut méditer là. Oui. Alors le problème d'aller chercher des réponses à des questions ou de fabriquer des réponses à des questions de quelqu'un d'autre donne une impression de manquer de liberté. Or, justement, dans cette loi du dédoublement du temps, il y a quelque chose de fondamental, c'est que quand vous changez de temps, vous ne comprenez plus la réalité que vous découvrez. Bien sûr. Quand vous y êtes, vous comprenez. Ça vous semble logique, évident, regardez nos rêves. J'allais vous le dire, oui, justement. Ils nous semblent tout à fait logiques quand on y est. Ah oui, quand complètement. On revient
et on ne comprend plus. C'est complètement illogique. Puis même, on a des difficultés de mémorisation. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même perception du temps, et quand on change de temps, on imagine avec notre mémoire des choses que l'on découvre, mais qu'on ne comprend pas. Si bien que quand on revient dans notre temps, on a tout plein d'informations, mais ce sont des informations qui en fait sont engrangées en tant que mémoire, incompréhensible. Alors vous allez dire, ça sert à rien. Ben, sauf si vous utilisez ce troisième temps dont je vous ai parlé tout de suite, Oui. à savoir celui qui nous pose des questions pour que nous y répondions. Lui, il est pareil avec nous. En fait, nous sommes dans ses rêves, Ouais. il ne nous comprend pas. Mais si nous profitons de la nuit pour prendre sa place et qu'il prenne la nôtre, ce qui lui permet d'aller visiter nos rêves, là, il découvre, lui, sa réalité, dans un temps qui pour lui n'existe pas, mais qui est parfaitement mémorisable. Et quand il revient dans son temps, il nous sert de gardien de notre mémoire. Donc les questions qu'il va nous poser sont en fonction du futur que nous bâtissons par nos pensées. Oui. Et cette mémoire du futur, il y avait d'ailleurs un poète qui était un scientifique, qui s'appelait Paul Éluard, Ah oui, oui. qui avait dit justement cette merveilleuse phrase, qui est totalement scientifique, le passé est la mémoire du futur. Tout à fait. C'est joli, hein? Très joli. Et justement, pour rebondir, ça me fait penser aux personnes qui ont vécu des NDE, parce que nous en recevons énormément depuis des années ici à ce micro. Il y en a énormément. Et notamment Nicole Dron, qui est connue en France, je suppose que vous la connaissez. Nicole qui me disait, le temps n'existait pas. J'ai découvert que le temps n'existait pas. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que la perception du temps n'est pas la même. Voilà, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le zéro de l'un est l'infini de l'autre. Oui, 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 tout à fait. Et alors là, on retrouve une autre loi scientifique très importante, qui est le principe de Langevin, à savoir que dans un temps nul, vous bénéficiez d'une énergie infinie. Alors, on le sait, pour les particules, c'est une loi parfaitement connue. Mais quel est l'intérêt d'avoir une énergie infinie dans un temps nul? Mais c'est que, en fait, ce temps nul n'est pas nul, l'énergie n'est pas infinie non plus, elle est très grande, immense, mais vous bénéficiez donc, si vous arrivez à percevoir le temps différemment dans ce temps nul, vous bénéficiez d'une énergie. Et c'est ça l'intérêt du principe de Langevin. Alors justement, c'est ce qui expliquerait peut-être quand les personnes qui font des NDE reçoivent toute une information concernant leur vie en très peu de temps finalement physique. Oui, parce que quand on meurt, en fait, on va visiter nos rêves, c'est-à-dire tout ce que nos pensées ont fabriqué. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Enfin, des tas de choses comme ça. Mais on le découvre dans un temps très long. Oui. Et puis, par le mouvement de dédoublement, le mouvement nous ramène dans le passé, c'est-à-dire là où en fait le temps est tellement ralenti que tout le temps qu'on a vécu n'existe pas. Oui. Et si, là, on rencontre justement notre mémoire, et si on revient par le phénomène de la NDE dont vous parlez, Oui. on a l'impression qu'on a vu défiler notre vie en une seconde. Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, on n'a pas vu défiler, on a vécu tous les potentiels liés à notre vie. Car dès lors que vous fabriquez quelque chose par votre pensée dans un autre temps, ce que vous fabriquez n'est que potentiel. Ah oui, 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 absolument. Alors c'est le logique. problème, c'est que l'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est que notre vie, toute notre vie, n'est que l'actualisation de potentiel. Nous ne fabriquons pas notre vie autrement que comme cela. Donc si vous modifiez vos potentiels, vous pouvez mieux vivre. Le principe, c'est de savoir que l'on modifie ses potentiels toutes les nuits et qu'il faut utiliser les nuits. Et que l'endormissement est donc quelque chose de phénoménal. Alors certaines personnes prétendent sortir de leur corps consciemment. Qu'est-ce Ça, c'est que... très dangereux. Oui, justement, alors c'est dangereux ou on fait peur aux gens? C'est-à-dire sortir de son corps n'est pas quelque chose qui est intéressant dans la mesure où ce que vous découvrez, n'arrivez pas à décoder ce que vous voyez. Et vous risquez tout simplement, moi j'appelle ça se faire parasiter par les autres mondes. Alors qu'est-ce que vous appelez, vous, comment vous conceptualisez les voyages astro? Beaucoup de personnes me disent qu'ils font des voyages, qu'ils voient des choses intéressantes, enfin, quelle est votre position sur ce sujet? C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les gens qui n'ont pas tous les mêmes expériences, mais la majorité des gens qui font ces expériences sont parasités. Étant parasités, ils récoltent des pensées qui ne sont pas faites pour eux et qui font les leurs. Alors parasités par qui, par quoi? Les autres mondes. Mais alors, ceux qui font des sorties astrales, ou alors ceux qui font des NDE, tout simplement, sortent sans l'avoir voulu. Ah oui, mais on sort sans l'avoir voulu toutes les nuits. Hein. Le sommeil paradoxal, c'est une sortie de corps.
Alors il y en a qui en ont des souvenirs, il y en a d'autres qui en ont absolument pas. Mais regardez, même les enfants ont ça. Il y en a qui, justement, découvrent des cauchemars. Ça les réveille, ils ont besoin de lumière. Oui. Il faut savoir que tout ce que l'on fait dans la journée fabrique des potentiels. La nuit est faite pour arranger ces potentiels. Si vous ne les arrangez pas, vous vivrez les conséquences de vos pensées. Si vos pensées sont dangereuses, vous vivrez dangereusement. Si elles sont mortelles, ben vous mourrez. Mais ça, personne ne le sait, ou si peu de monde. Les voyages astraux ne sont pas des choses dont il faut plaisanter, ce sont des choses vitales qu'il faut savoir utiliser. Et ça nécessite quand même de connaître la façon dont ça marche. Je pensais à une chose, le Dalai Lama, qui est quand même un spécialiste de la spiritualité au niveau des méditations, qui vient de dire, il y a plus d'1 an, la seule méditation valable est l'endormissement. C'est quand même curieux, non? Oui. Que pensez-vous des personnes, justement, qui ont vécu ces fameuses NDE et qui reviennent très sereines? Parce que pratiquement, dans tous ceux que j'ai interviewés ici, ils sont tous à la pêche maintenant. Je veux dire, ce sont des gens qui sont structurés, à part quelques-uns, mais moi j'en ai jamais eu. On dit qu'il y a des gens qui ont vécu des NDE négatives, mais la plupart, ceux que je connais, sont des gens qui disent que la mort n'existe pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ceux qui font une NDE, en fait, ils font une petite mort. Et ils ressuscitent dans le sens qu'il faut un attracteur, il faut quelqu'un qui veuille bien que vous reveniez. Et on vous renvoie parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Oui. Et tous ceux qui reviennent savent que leur vie a été inutile et qu'ils changent de cap. Oui, tout à fait. Complètement. Ouais. Et si vous avez l'attracteur et qu'on ne vous a pas enterré, ben vous pouvez revenir. Mais vous savez qu'il y en a énormément, ils sont enterrés ou brûlés au moment où ils reviennent. Ah oui, c'est grave ça, ouais. Je ne sais pas si vous savez, je le cite assez souvent en formation, c'était à la suite des 2 dernières guerres, on a fait de la place dans les cimetières. Je ne sais pas si vous savez ça. Non. Et les fossoyeurs ont eu quelque chose d'ahurissant comme découverte. 1 mort sur 3 avait bougé dans le cercueil. Ah oui. 1 sur 3, vous imaginez? C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, oui. Regardez les Amérindiens, comme les Celtes autrefois, n'enterrent pas leurs morts avant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on peut ressusciter. Alors ça rejoint la résurrection d'un certain Jésus au 3e jour. Est-ce que tout ça, c'est que de la folie? Ou est-ce que c'est des choses vraies? Eh bien, il y a des choses vraies qu'il faut étudier. Bien entendu, alors, on est tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où la plupart des intervenants qui passent à ce micro, à savoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on a fait beaucoup d'émissions avec Jacqueline Bousquet qui nous expliquait tout ça. Charbonnier a fait une NDE lui aussi. Non, il a vu des gens qui faisaient des NDE. C'est ça, il travaille. C'est l'anesthésiste dont vous parlez. Oui, l'anesthésiste de Toulouse. Oui. Absolument. Oui, il fait des conférences là-dessus. Vous savez, ça fait longtemps aussi aux États-Unis où c'est considéré comme un phénomène scientifique. Bah oui, moi j'ai rencontré Raymond Moody au colloque de Marseille. C'est le précurseur de tout ça. Oui, avec la vie après la vie, Ah, il en a bavé des ronds de chapeau. Oui, ça je m'en doute. Vous sortez des choses comme ça et que personne ne vous suit. Maintenant tout le monde est d'accord avec lui, mais il a passé 20 ans très durs. Comme beaucoup, d'ailleurs. Moi j'aime bien la phrase de Schopenhauer qui disait « Une découverte nouvelle est d'abord ridiculisée, ensuite est suivie une violente opposition, et pour finir, c'est une évidence. » Exactement. C'est joli ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que pendant des siècles on nous a dit que la Terre était plate. Bon, voilà. On en est là. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de sortie astrale en compagnie de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recherches? Vous parliez de NDE, vous parliez de voyage. Vous savez, il y a des choses qui vous viennent intuitivement, mais pour moi, l'intuition, maintenant, je sais que c'est simplement d'autres mondes qui vous renseignent. Et sans doute parce qu'il y a besoin. Alors moi, ayant
Ouais. Avec un parcours scientifique, j'ai mis au point des choses très rigoureuses. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la rigueur. La rigueur, elle est là. Bon, ben, il faut la connaître, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je sais très bien que tout ça, tout ce que j'ai pu écrire ou dire, etc., c'est dans le but simplement de modifier certaines choses qui se passent à l'heure actuelle dans le monde. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on va... c'est grave, hein. Ah bah aujourd'hui, oui. Je pense qu'on touche le fond, hein. Oui. Puis c'est pas le défilé de bien-pensants indignés qui va changer grand-chose. Non. Le défilé de Je suis Charlie, c'est pas ça qui va changer les choses. Hein. Non. Je crois même que ça peut aggraver les choses plus que de calmer. Bah, visiblement, après ce défilé-là, je vois que les tensions sont toujours les mêmes, et j'ai l'impression même qu'elles s'aggravent. Je pense même, vous voyez, j'ai entendu dire là, qu'il y avait des agressions de lieux de musulmans qui n'existaient pas avant. Ah oui, il y a une recrudescence. C'est dramatique. Oui, tout à fait. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, il est que personne ne sait que ce qu'on pense, on va le vivre. Il y en a très peu. Ben voilà. Et sur la population globale, donc, il y en a très peu. Le problème, c'est que si vous avez envie de tuer quelqu'un, vous fabriquez le meurtre. Et celui qui va tuer la personne en question n'est que celui qui actualise le meurtre que vous avez fabriqué par la pensée. Donc, ils sont autant responsables, ceux qu'on pensait à tuer, que ceux qui tuent. Oui, tout à fait. Ben, ça serait une loi qui était... Vous savez que cette loi était connue quand même. On trouve les écrits grecs avec ça. Ah ben c'est vrai que si on fouille un petit peu dans les écrits, on trouve plein de traces de tout ça. Hein. Oh là là, c'est pas croyable. C'est pas croyable. On a tout perdu. Alors sans doute la volonté de se sentir plus libre. Alors que la grande liberté, c'est justement de savoir que on peut faire des choses merveilleuses par la pensée. Ah oui, exactement. Regardez, il y a une phrase qui était très connue, qui a été passée dans les oubliettes, en étant transformée, c'était « Ne pense pas à faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il pense à te faire ». Tout à fait. Qui a été transformée « Ne fais pas à autrui ce qu'il ne faudrait pas qu'il te fasse ». Oui, aux autres. Mais un acte, c'est un acte. Quelqu'un me donne un coup de poing, je peux même le rendre. Oui. Mais si je pense à donner un coup de poing à quelqu'un en lui faisant un grand sourire, le coup de poing, je lui donne. Oui. Eh bien, regardez, personne ne songe à ça aujourd'hui. C'est vrai. Et c'était enseigné, ça. Vous trouvez ça dans l'enseignement platonicien. D'ailleurs, moi, je m'étonne de voir, depuis des siècles et des siècles, les gens s'entretuer, les gens perpétuer des guerres comme ça, même de nos jours, c'est affolant, quoi. Et au nom de Dieu. Ah oui, justement, au nom de Dieu. Mais c'est tellement évident, c'est tellement évident, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se battre au nom de Dieu. C'est ça qui est... C'est fou. Parce qu'on invente un Dieu qui, en fait, n'a rien à voir avec un créateur quelconque. Bien sûr. Donc on veut qu'il corresponde à nos dogmes. Alors on tue ceux qui ne veulent pas accepter les dogmes. D'ailleurs, les personnes qui ont vécu les NDE, la plupart nous disent que ça n'avait rien à voir avec les religions tout en étant le centre, mais il n'y avait pas de dogme, justement. Les dogmes volent en éclats pour tous ceux qui reviennent. Non, il n'y a aucune barrière, on est prisonnier de rien. On est prisonnier de rien du tout. On est libre. Mais par contre, on est en télépathie. Donc évidemment, quand vous êtes en télépathie, quel est le plus fort de deux télépathes? Il n'y en a pas. Non. Ben, vous êtes automatiquement dans l'affection, dans la compassion. Oui. Mais attendez, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Bien sûr. C'est un état différent qu'on a complètement perdu. Ah, complètement. Que pensez-vous des chamans, du chamanisme? Ben, tout le monde est chaman maintenant. Oui, c'est vrai. Mais moi j'ai constaté que quand même il y avait même sur moi, même sur des personnes à la radio, il y avait des choses, des sens qui se développaient. Et moi j'ai jamais rien vu, j'ai pas vu grand chose, il m'est arrivé quelques petites bricoles comme ça, mais enfin bon bref. Et depuis un an, alors je m'en renseigne, moi particulièrement je vois des orbes, mais tous les jours. Ah oui, puis avec les appareils photo actuels ou les caméras, qui prennent des images dans l'imperceptible, dans les subliminales, on voit, c'est des informations qui sont en fait filmées. Et on voit ça, et il y en a qui étudient ça. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout étudié ça, mais il y en a qui étudient ça d'une façon très scientifique. Hein. Ah, bien sûr. Mais c'est pas admis. Hein. C'est incroyable. C'est comme les ovnis, hein. C'est pas admis du tout. Hein. Alors, on ne peut pas parler de ça. Les orbes, comment je les vois, mais je les vois, il peut y en arriver une là dans 3 minutes, ou je les vois sans arrêt, quoi. Et des belles couleurs, vous voyez, des bleus, c'est un peu lumineux. C'est difficile à décrire. C'est très joli, et le technicien de la radio les voit aussi. C'est que vous avez une capacité
invité à changer un petit peu de temps, qui n'est pas fréquent. Alors je vois ça depuis 1 an, hein. C'est très récent. Et en parlant dans les diverses émissions, ici à la radio, je pose des questions et je m'aperçois qu'il y a des gens qui commencent à parler et qui disent « moi aussi je vois ci » ou « moi aussi j'ai ci » ou « j'ai ça ». Le problème, c'est que comme ce sont des choses qui se passent, enfin des visions qui se passent dans un autre temps, et que ça nécessite de changer de temps, comme tout le monde ne change pas de temps en même temps, vous pouvez voir des choses que votre voisin ne voit pas. Tout à fait, oui. Donc il va dire c'est une hallucination, puisque moi je ne la vois pas. Oui, oui. Et en fait, plus la personne est rationnelle, moins elle change de temps. Donc de ce fait, ces gens-là vont devenir de plus en plus rationnels. Oui, oui, oui. Notre protection, c'est de ne pas changer de temps. Bien sûr. Parce que si vous changez de temps, vous allez voir des choses, vous pouvez voir des cauchemars. Oui, mais enfin, j'ai jamais de cauchemar. Le principe du chaman est le suivant. Si vous allez dans le futur qui fabrique nos potentiels, vous n'y comprenez rien. Oui, oui. Mais ce futur est une réalité présente qui a son propre futur. Et ce propre futur correspond à notre réalité. Si vous êtes capable de franchir cette distance temporelle, vous voyez des choses qui peuvent vous arriver, comme dans notre réalité. Voilà le principe du chaman. Oui, oui. Bon, le problème, c'est que maintenant, nous sommes à la fin d'un cycle de dédoublement du temps, et que ceux qui étaient dans le futur ont déjà fait l'union avec ceux qui étaient dans le futur du futur. Donc maintenant, si vous allez dans le futur, vous voyez votre futur, et vous le comprenez. Oui, oui. C'est ça que je vous dis, que tout le monde est chaman à l'heure actuelle. Alors je vais vous poser une question que tous les auditeurs vous poseraient s'ils étaient devant vous, hein, elle est récurrente. Que se passe-t-il quand on meurt? On ressuscite. Oui, mais on est où? On va où? C'est ça. C'est là où justement la mort vous fait passer par le futur. Et ce futur-là, il faut s'en dégager complètement. Il correspond aux conséquences des pensées humaines. Vous voyez ce que ça peut donner. Oui, tout à les fait. conséquences des pensées humaines. Puis vos propres pensées. Oui, oui. Donc vous traversez tout ça, si vous n'êtes pas aidé par une compréhension de ce qui se passe, si vous n'êtes pas aidé par le fait que vous avez vécu en essayant de ne faire de tort à personne, ce futur vous arrête. Et vous n'arrivez pas à revenir dans ce que j'appelle le passé, c'est-à-dire le monde qui nous donne les informations. Oui, oui. Mais si vous vous laissez entraîner, si vous êtes dedans, c'est comme un espèce de... c'est très sombre, ça tourne, et au fond, vous voyez une lumière. Et cette lumière s'agrandit, et à un moment, elle vous aspire. Oui. À une condition, c'est que vous ne songiez à rien. Vous êtes indifférent à tout ce que vous pouvez découvrir dans ce futur. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans le passé avec une forme lumineuse. Tous ceux qui ont fait une ND peuvent en parler. Et cette forme lumineuse qui vous renvoie pour ressusciter. Mais là, vous savez exactement, là vous êtes ressuscité. Hein. Oui. Après, il vous dit, mais non, il faut retourner. Retourner, ça veut dire quoi? Mourir. Et on n'a pas envie. Hein. Si moi vous dire, vous n'avez pas envie de revenir. Hein. Ah oui, la plupart, de toute façon... Moi, je peux vous dire, vous n'avez pas envie de revenir. Et même la personne qui vous a attiré, vous lui en voulez. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Je peux vous dire que c'est vrai. Et pourquoi? Mais on n'a plus envie. Alors quand vous voyez les gens qui s'accrochent à la vie comme si c'était vraiment la chose la plus merveilleuse qui existe, c'est vrai qu'on peut avoir des choses formidables dans la vie, mais c'est rien. Et regardez aussi les anciens, tous les anciens sans exception, quand on regarde bien et qu'on cherche bien, disaient que la naissance est une mort et la mort est une naissance. Oui. Dans les deux côtés. Hein. Ah oui. Oui. Et ça, c'est toutes les civilisations confondues. Hein. Nous, on a perdu ça. Nous, on croit vraiment qu'on a une vie, à quoi elle sert. Hein. C'est vrai. Vous avez vécu vous-même une expérience? C'est pas exactement ce qu'on appelle une NDE. Disons une NDE non mortelle, je sais pas comment dire. Oui. Parce que les NDE, généralement, vous avez une mort clinique. Hein, cerveau plat, cœur qui marche plus. Oui. Hein, donc, moi, c'était pas ça. Chaque témoignage sont intéressants. Oui, mais là, en ce moment, vous savez, vous en avez tout plein de témoignages là, sur les NDE. C'est vrai. Tout plein, oh là là. Et sur les changements de temps. Regardez, par exemple, je peux vous parler d'une chose personnelle, c'est un accident de voiture. Ma femme et moi, on est des miraculés. On a eu un changement de temps. Une seconde a duré 20 secondes et ça nous a permis de survivre. Ah, c'est ce que Pierre Jovanovic m'expliquait, parce qu'il a été victime, je pense que c'était aux États-Unis, il a été victime, on lui a tiré dessus, en fait. Et il a dit que le temps
pour lui, c'est arrêté, c'est-à-dire qu'il a vu la balle arriver tout doucement, et il a eu largement le temps de se décaler pour que la balle passe à côté. Exact. Eh bien, j'ai eu quelqu'un en formation qui était du GIGN et qui m'avait raconté une histoire. Il revenait de l'Afghanistan, il avait été chercher un copain qui était blessé, et en revenant, il y avait un mur, et il voyait les impacts des balles sur le mur, et il se rendait compte qu'en fait, il courait avec des curieux zigzags, et que ces zigzags correspondaient aux impacts. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, je comprends. Il racontait ça mieux que moi. Oui. Et c'est là où il s'est pas rendu compte sur le moment qu'en fait, il avait changé de temps. Il avait le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et évidemment, ça vous fatigue énormément, des expériences comme ça. Ah oui, je me doute. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de compression du temps depuis quelques années. Qu'est-ce que regardez, vous avez un cycle de dédoublement du temps qui dure 25 000 ans, à peu près. 24 840 plus une transition de 1080 exactement, qui correspond au cycle de précision des équinoxes. Mais là, c'est la théorie qui me permet de calculer ça. Et les explosions solaires m'ont permis de voir qu'on en vivait la fin. Oui. Et la 4e explosion de 1989, il y en a eu 3 avant, ont ouvert tous les potentiels disponibles parce que les hommes ont fabriqué pendant 25 000 ans. Donc nous avons en ce moment une accélération foudroyante de la perception du temps. Alors on a donné le prix Nobel à Perlmutter et Schmidt pour avoir découvert l'accélération de l'expansion de l'univers, mais en fait c'est une fausse accélération. C'est simplement que quand vous arrivez à la fin d'un cycle, comme au début du cycle, vous avez un phénomène inflationniste au niveau de la perception. Car tout d'un coup, le temps que vous percevez n'est pas celui que percevaient nos ancêtres. Je comprends, oui. Alors on va faire des centenaires là. C'est sûr. Parce que notre âge, il est lié à la rotation de la Terre. Oui. Donc nous, 100 ans, c'est 100 tours de Terre. Ouais. Et imaginez que vous soyez à 7000 années-lumière de la Terre, et que vous voyez tout d'un coup que la Terre tourne beaucoup plus vite, parce que vous êtes dans un autre temps. Pour ceux qui sont sur Terre, ça ne change rien du tout. Mais par rapport à l'univers, alors c'est là où justement, on dit, c'est normal, la médecine a fait beaucoup de progrès. C'est vrai. Il est vrai aussi qu'on mourrait de choses qu'on... Il y a quand même ça aussi. Mais vous avez le sentiment que le temps passe très vite. Ah oui, complètement. On a l'impression qu'on, même en 24 heures, on n'a plus le temps de faire ce que l'on faisait avant. Exact. Alors des fois, je me dis, c'est moi qui... Mais non. Non, et vous êtes envahi de tas de pensées, alors qu'avant, vous aviez le temps entre deux pensées différentes. C'est vrai, ah oui, c'est vrai que... Moi, je pense beaucoup déjà, peut-être un peu trop. C'est pas un défaut. Non, mais c'est vrai que on a l'impression. Par contre, c'est vrai que c'est bouillonnant. Mais en même temps, on a plein de choses à faire et on n'a pas le temps de les faire. On croit qu'on va pouvoir le faire. On se fait un programme et on se dit, j'ai pas eu le temps d'en faire le quart. C'est exact. C'est fou, hein. C'est exact. Et puis il y a aussi le fait que notre corps prend des informations justement qu'il ne devrait peut-être pas prendre du fait de cette précipitation. Oui. Mais on vit une époque qui est quand même merveilleuse. Oui, par certains côtés. Parce que vivre à la fin d'un cycle des temps, tout en ayant choisi de vivre à cette époque-là, c'est quand même, c'est qu'on a des choses à faire. Tout dépend sur quoi ça va déboucher. Vous voyez les pensées des hommes, donc vous voyez le futur. Oui, donc on voit que les hommes sont pacifiques, calmes, pondérés, sages. Donc notre futur est dans la sagesse, la pondération, l'absence de chaos. Ça, faut pas être utopique. Enfin, certains, parce qu'il y en a, visiblement, ils ont pas l'air d'être dans la sérénité. Non, on est dans la folie furieuse. La folie furieuse. Et on va récolter de la folie furieuse. Ah oui, non, mais c'est... Les gens ne savent pas ça, il faut vite leur faire comprendre ça. Mais il faut pas leur faire comprendre par coup de dogme ou d'enseignement, ça ne passe pas, mais par leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'apercevoir que par la modification de leur pensée, ils changent leur vie. C'est vrai. Et il faut qu'ils le voient. L'enseigner, c'est une chose, mais si la personne ne le fait pas, elle ne voit rien. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, nous parlons de sortie astrale en compagnie de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Alors quelque part, vous êtes dans la lignée de ce que disait Jacqueline Bousquet, il vous sera fait comme vous pensez. Et oui et non, parce que ça, c'était valable pendant le cycle de dédoublement du temps. Oui.
vous aviez forgé quelque chose dans le futur, vous aviez semé le vent, vous récoltez la tempête. Les gens appelaient ça la loi karmique, le destin, C'est ça, oui. le karma. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Maintenant, toutes les portes sont ouvertes entre les différentes réalités. Vous pensez quelque chose là maintenant, pourquoi pas le changer? Alors justement, elle disait dans les dernières années, vous n'êtes pas content du film, changez-le. Exact. Mais comment le changer? C'est ça le problème. C'est ce que je lui ai fait Qui demander. doit vous donner l'information qui est bonne? Et c'est là où cette histoire de dédoublement est très importante, car nous sommes présents dans 2 temps différents. Et nous l'avons complètement oublié. Alors comment pouvez-vous expliquer qu'il y a plein de gens qui font toujours des cauchemars, moi j'en connais, et il y a des gens comme moi qui ne font pas de cauchemars, c'est toujours des rêves assez agréables, ou alors c'est neutre, mais bien souvent c'est agréable. C'est pas... Oh, on pourrait parler de ça des heures, longtemps. des jours. Oui, non, parce que là, il est vrai que le fait de rencontrer les rêves qu'on a fabriqués pendant la journée, ben, si vous êtes dans l'angoisse, dans la peur, vous allez rencontrer des choses horribles. Si vous êtes au contraire dans la quiétude, la tranquillité, la sagesse, ben, il n'y a rien qui vous dérange. Donc vous passez les frontières, j'allais dire de la petite mort. Vous savez qu'autrefois on disait que le sommeil c'était une petite Ah oui, mort. on le dit encore, hein. Pas souvent. Hein. J'ai entendu, hein. J'ai Oui, entendu. oui. Ben, les Tibétains disaient ça. Ah ouais. Il y avait aussi en Afrique autrefois, mais autrement, non, de nos jours, il y en a qui le disent, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut prendre beaucoup de distance, de recul avec les événements? Oh là oui, et surtout pas juger. C'est ça la grande difficulté, parce qu'on a envie de juger. Moi j'ai envie de juger comme tout le monde, Hollande devant le défilé, les frères Kouachi, j'ai envie de juger tout ça. Ben il faut pas. Pour autant, on peut peut-être se mettre en colère, mais c'est pas forcément un jugement, je veux dire, en profondeur. Vous savez la grande difficulté, c'est que si vous pensez... Oui, regardez une chose quand vous pensez à tuer quelqu'un parce qu'il a tué déjà. On entend ça, là, il mérite la mort, etc. Il faut savoir une chose, c'est que quand quelqu'un meurt, sa dernière pensée va lui ouvrir le potentiel infernal ou au contraire excessivement calme. Et celui qui veut la mort de quelqu'un qui va mourir peut prendre en charge les potentiels de cette personne-là. Ça ne se sait pas, ça. Oui, oui. Alors peut-être à condition de le penser au premier degré, parce qu'il y a des choses qui sont dites sur le coup de l'énervement par plein de gens, hein, la plupart d'entre nous d'ailleurs, mais c'est pas pensé au fond de soi. Là, il y a plein de personnes qui peuvent juger. Hein. Oui, non, Les autres, mais il y a des gens qui... Parce que là, je vous rejoins dans ce que vous me disiez, je trouve que les gens, finalement, quelque part, deviennent pacifiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ronchonnent, notamment les Français, hein, sont des ronchons invétérés, mais après ils se calment, on se calme, je veux dire, parce que c'est pas pensé au premier degré. Ceux qui pensent au premier degré, bien souvent, vont passer à l'action. Oui, ben regardez le phénomène là qui vient de se passer. Oui. La majorité des gens réclament la mort. Ça sert à rien. Oui, mais voilà. Et si vous êtes justement à penser à faire aux autres ce que vous aimeriez que les autres pensent à vous faire, le premier réflexe à l'égard de choses comme ça, c'est « bah non, je ne veux pas le tuer. Bien Est-ce sûr. que je lui reproche d'avoir tué? Je ne peux pas le tuer. Oui, oui. Bien sûr. Ça coule, j'allais dire ça coule de source. Ben, c'est pas ce qu'on entend. Hein. Non, 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 c'est vrai. Je pense que les gens sont un peu impulsifs quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont impulsifs. Comme on dit souvent, hein, oh, laisse-le, il ne pense pas ce qu'il dit. C'est vrai, souvent. On Oui, pense mais il y a non seulement le fait de dire quelque chose fait qu'on se change par nos pensées, mais on change ceux qui écoutent. Oui. Donc si je parle et que je dis des choses qui sont vraiment dangereuses, disons ça comme ça, comme j'ai modifié ceux qui m'ont écouté, je suis responsable de ce qu'ils vont faire à cause de l'écoute qu'ils ont eue. Oui, oui. Donc c'est là aussi je prends en charge des choses qui peuvent être très graves. Il y a une phrase que j'aimais bien quand j'ai découvert le proverbe complet. Je ne sais pas si vous le connaissez, le début du proverbe, vous le connaissez, c'est la parole est d'argent, mais le silence est Et d'or. d'or, oui, 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 absolument. Oui. Mais vous connaissez peut-être pas la suite, Non, allez-y. car il ne nourrit pas ton ennemi. Ah oui, oui. Et ça, c'est important. Bien sûr. La parole nourrit ton ennemi, le silence ne nourrit pas ton ennemi. Alors là, ça passe par une prise de conscience. Ah oui, Donc il y a un gros travail à faire. oula. Ah oui, ah, vous pouvez le dire. C'est même peut-être le plus dur. Ben, c'est ça, c'est le plus dur. C'est ça le problème. Oh. Donc quel conseil vous donneriez aux auditeurs qui se posent des questions, comment je peux changer les choses?
Quel travail j'ai à faire finalement? Contrôler sa pensée. C'est pas difficile à dire, c'est plus difficile à faire. Contrôler dans toutes circonstances sa pensée, pour qu'elle ne fasse de tort à personne. En fait, il est C'est jamais une énergie folle, hein. il est jamais trop tard pour bien faire. Tenez, j'aurais peut-être une bonne conclusion à vous dire au niveau de voir quel est l'aspect énergétique de la pensée. Oui. Si vous pensez, contrôlez votre pensée, vous êtes sûr qu'elle ne fait de tort à personne. Mhm. Vous êtes sur le quai d'un métro aux heures de pointe, et vous ne pensez qu'à ça. Contrôlez votre pensée. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans le métro, vous ne savez même pas comment vous y êtes monté. Et vous allez avoir une grande surprise, faites-le, hein. Oui, oui, oui. Il y a le vide autour de vous. Le métro est tassé. Ouais. Alors ça, je le dis souvent en formation, parce que vous pouvez faire l'expérience quand vous voulez. Ben ça, il y a un siècle, vous ne l'auriez pas fait. Non pas parce qu'il n'y avait pas les métros, mais parce que la pensée, en ce moment, est une énergie instantanée. C'est drôle ce que vous me dites, parce que ça m'est déjà arrivé, mais inconsciemment, de faire des choses comme ça. Et d'un seul coup, de me retrouver là, me dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Voilà. Oui, parce que sans doute, vous étiez, comme on dit, perdu dans des pensées. C'est ça. Ah oui, complètement, pour le coup. Et alors là, vous captez des choses qui vous font vivre sans que vous en rendiez compte. Et si vous contrôlez que vous êtes sûr que votre pensée est bienveillante à l'égard des gens, ce que vous récoltez, c'est la bienveillance pour vous-même. D'accord. Et vous trouvez dans un métro, au lieu d'être tassé, vous êtes libre. Maintenant, si vous avez un sentiment de supériorité par rapport aux autres, donc vous rentrez dans ce qu'on peut dire de la malveillance, et tout le monde se tasse sur vous. D'accord. Mais c'est là où on voit quand même une chose physique, hein, c'est que vous repoussez les gens. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas dans le contrôle de la pensée bienveillante. Ils pensent à faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que les autres. Allez, qui se pousse un peu, celui-là il pue, celui-là. Enfin, vous voyez, dans le contexte du métro aux heures de pointe, ce qu'on peut penser. Oui. C'est ahurissant, c'est ahurissant. On peut faire des expériences multiples, bien sûr, mais pas pour se donner un goût de supériorité, juste pour voir que notre pensée est énergie. Une fois qu'on a vu qu'elle l'était, on le sait, on n'a plus besoin de faire d'expérience. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, est-ce que vous donnez des conférences? Oui. Alors, sur quel thème? Les conférences, c'est surtout des séminaires que je fais. Des séminaires? Oui. Les conférences, là, c'est généralement et à l'étranger et scientifique. Et vous donnez ces conférences partout en France? Non, c'est surtout Paris en France. Paris. Oui, parce que avec l'étranger, on n'a plus jamais ses choix. Hein. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez peut-être des projets d'écriture, ou je ne sais pas? Oh, il va certainement y avoir un autre livre résumant un petit peu tout ce que j'ai pu dire à droite à gauche, surtout en séminaire et formation, justement. Et puis on essaye de faire connaître ça. Mais vous savez, la difficulté aussi, c'est de faire connaître sans prosélytisme. Le prosélytisme étant dangereux. Donc, faut attendre que les gens viennent à vous et non pas aller les chercher par voie de publicité. Ah, j'ai remarqué que ça fonctionne, ça, parce que, j'essaye de transmettre des choses qu'on m'a transmis, et puis il y a des gens qui sont un peu, c'est pas le moment. Et j'ai eu tendance pendant un moment à forcer un peu les choses, parce que par passion, finalement. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et j'en parle. Les gens, c'est comme à la pêche, ils prennent le poisson, voilà. Ou ils le prennent pas, ou ils ratent. Et en fait, j'insiste pas. Et c'est ces mêmes gens qui reviennent, qui me disent, au fait, qu'est-ce que tu disais? Voilà. C'est très rigolo. Oui. Et par contre, quand on essaie d'aller dans le prosélytisme, là, on verra qu'on prend une claque. Parce qu'on force les gens qui, par politesse ou par sympathie ou autre, sont obligés de nous écouter. Oui. Et regardez, je dis une chose justement à ce propos-là, en formation. Je dis aux gens, vous voyez le prosélytisme, quand vous allez rentrer de cette formation, de ce séminaire, les gens vont vous demander, qu'est-ce que c'était ton séminaire? Et vous allez vouloir dire, voilà, j'ai appris ci, j'ai fait ça, patati patata. Et je peux vous dire, vous êtes dans le prosélytisme, la preuve. Dites aux gens qui vous posent une question, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vous jure que quand ils auront répondu, ils ne vous reposeront plus la question. Et ils ont échappé à votre réponse. Et bien les gens le vérifient. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez finalement des gens qui nous disent que la Terre, le monde dans lequel on évolue, là, c'est une école? C'est pas tout à fait ça. Moi, je suis... oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est une école dans le sens qu'on a une responsabilité dans le futur et qu'on vient pour arranger cette responsabilité. Alors, l'école, c'est peut-être aussi apprendre comment arranger cela. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que là, maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que le cycle se termine. Oui. D'ailleurs, la raison pour laquelle on est 7 milliards d'individus, on ne s'est pas pressé au portillon avant la
ça. Hein. Mais ça, les gens, ils savent pas. Alors on se perd dans des histoires de... Bon, on invente des dogmes, des tas de choses qui conduisent généralement à des embrouilles. Bah oui. Je viens sur Terre pour arranger le futur potentiel que j'ai créé. En fait, le cycle se termine ou il est terminé? On dit... Il se termine, on va en commencer un autre. Quand? On est dans la période de transition de 90 ans, depuis 1989, de l'explosion solaire, qui faisait suite à 3 autres explosions solaires. Donc là, on termine. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des modifications planétaires très importantes, parce que c'est tout le système solaire qui est en modification. Ça a évidemment très peu de rapport avec le CO2 et nos pets de lapin. Oui, absolument. Donc là, on vit quelque chose de très important. Ce que vous disiez tout à l'heure sur on a des pensées fulgurantes tout le temps. Regardez le progrès de notre science depuis 1989. L'intuition est à son comble. Chaque jour rapporte une invention nouvelle. On est dans un monde de folie, quoi. Ah, complètement. Pour terminer l'émission, je voudrais que vous nous parliez de votre précédent livre. Le dernier livre, il s'appelle La force de l'invisible. C'est une reprise d'un livre qu'on avait... Ah oui, parce que j'avais sorti un livre avant de décembre 2012, pour dire que décembre 2012, c'était de la bêtise. Et ça s'appelait « Ces vérités que l'on cache ». Et puis l'éditeur, ne pouvant pas imprimer ça avant décembre 2012, c'est un ami qui a imprimé ça sous ce titre-là. D'accord. Parce que si l'éditeur avait sorti en mars 2013 ce livre en disant qu'en 2012 il ne se passerait rien, c'est un peu stupide. Donc le livre a été remodifié après en 2013, c'est le dernier livre, c'est les forces de l'invisible. Et en fait je parle du cycle de dédoublement du temps, en disant qu'il y a 4 interventions des mondes extérieurs sur notre monde, que les anciens appelaient les 4 bonnes nouvelles. Ce sont les 4 périodes évangéliques de 1080 ans, qu'on a transformées en 4 bonnes nouvelles par 4 évangiles, récits de la vie de Jésus. Et ça, c'est parce qu'on sans doute on pensait que ces 4 âges d'or n'existaient plus, il fallait les remplacer par 4 récits de la vie de Jésus. Donc je rétablis un petit peu ça dans le sens que non, on a besoin tous les 5000 ans d'avoir une information qui nous guide un petit peu dans notre monde perdu. Et là, on vient d'ouvrir, le 13 mars 89, par l'explosion solaire, la 4e et dernière période de 1000 ans du cycle qui vient de s'écouler. Ces 4 périodes étaient représentées par l'époque du Scorpion, l'époque du Lion, l'époque du Taureau et l'époque du Verseau, ce qui caractérise les 4 évangélistes maintenant. D'accord. Alors pour terminer l'émission, donc on peut vous retrouver sur Internet. Oui. Vous allez nous donner l'adresse de votre site? Dédoublement.com. D'accord. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site Internet? À mon nom aussi, vous pouvez trouver des publications scientifiques. Puis on peut m'envoyer des mails à mon mail qui est sur le site. Jean-Pierre Garnier-Mallet, merci d'avoir répondu à nos questions, c'était très passionnant. À très bientôt sur cette antenne. Il n'y a pas de quoi. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.